Un cri de rage résonne dans les couloirs du palais de justice de Paris un après-midi d'octobre 2025, où la pluie tambourine furieusement contre les vitres gothiques. Zéphirion le Grand, un juge de 55 ans au visage taillé dans le marbre, réputé pour son arrogance et ses jugements implacables, explose de colère en apercevant Azuriel Caël, un jeune homme de 18 ans originaire de l'île de La Réunion, fraîchement immigré en France. Vêtu d'une chemise froissée et d'un pantalon usé, Azuriel ose se présenter comme avocat dans l'affaire Étoile contre Valcourt, une dispute explosive autour d'un héritage colonial. Le Grand, les yeux injectés de mépris, hurle « Un gamin réunionnais, avec cette peau sombre, ose souiller ce tribunal sacré ?» La salle, remplie d'avocats en costumes impeccables et de spectateurs curieux, retient son souffle, partagé entre choc et indignation. La tension monte lorsque le Grand, d'un geste théâtral, ordonne à Azuriel de quitter la salle, le traitant de fraudeur sans éducation. Mais la fureur d'Azuriel bouillonne. Il serre les poings, son regard brûlant de défi, tandis que des murmures racistes fusent depuis les bancs arrière, alimentés par des avocats influents. Soudain, un éclair zèbre le ciel, plongeant la salle dans une semi-obscurité dramatique, comme si la nature elle-même protestait contre cette injustice. Azuriel, poussé par une rage contenue mais puissante, refuse de reculer, jurant de prouver sa valeur malgré les insultes. Cette scène, digne d'un roman de Victor Hugo, promet un affrontement épique où la justice sera mise à l'épreuve et où un secret explosif pourrait bientôt éclater, bouleversant tout. Avant de plonger dans cette histoire palpitante, si vous aimez ce contenu, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si ce n'est pas votre tasse de thé, un petit like suffira. Mais attention, restez jusqu'à la fin pour découvrir un twist inattendu qui pourrait changer votre vision. Alors que l'écho du tonnerre résonne encore dans l'immense salle du palais de justice de Paris, une tension palpable enveloppe l'atmosphère ce mercredi 18 juin 2025 à 11h15. La fureur de Zéphirion le Grand, toujours visible dans ses yeux plissés de dédain, atteint son paroxysme lorsqu'Azuriel Caël, le jeune réunionnais de 18 ans, refuse de plier sous les insultes racistes. Avec une détermination forgée dans l'acier, Azuriel plonge la main dans sa sacoche usée, ses doigts tremblants d'une rage contenue, et en sort un dossier jauni mais impeccablement rangé. « Voici mes preuves, monsieur le juge », lance-t-il d'une voix ferme, presque un défi hurlé contre le mur d'arrogance qui lui fait face. Le Grand, interloqué, arrache les documents des mains d'un greffier nerveux, ses sourcils froncés se crispant davantage sous l'effet de la stupéfaction. Les papiers révèlent une vérité fracassante. Azuriel n'est pas un imposteur. Il a obtenu son diplôme de droit à l'université de Sorbonne à seulement 16 ans grâce à un programme accéléré exceptionnel et ses notes, bordées de mentions « très bien », témoignent d'un talent brut que même les préjugés ne peuvent effacer. La salle, jusque-là figée dans un silence oppressant, s'agite soudain. Un murmure indigné montant des rangs où des avocats en costumes coûteux échangent des regards incrédules. Le Grand, le visage rougi par une colère mêlée de honte, jette un coup d'œil aux certificats avant de les laisser tomber bruyamment sur son bureau, comme s'il le brûlait. Un gamin réunionnais, issu d'une île perdue, ose défier mon autorité avec ses bouts de papier, rugit-il, sa voix résonnant comme un coup de canon dans la salle. Autour, des ricanements racistes fusent, amplifiés par Cassian Draven, l'avocat adverse, qui, avec un sourire venimeux, murmure assez fort pour être entendu. Il a probablement triché, ces gens-là n'ont pas l'intelligence pour ça. Cette pique ignoble fait bouillir le sang d'Azuriel. Ses poings se serrent si fort que ses jointures blanchissent, et une larme de rage coule sur sa joue sombre, vite essuyée d'un geste fier. Il se redresse, son regard perçant défiant le Grand. « Je ne suis pas ici pour mendier votre respect, mais pour exiger la justice pour mon client. Si vous doutez de moi, testez-moi maintenant. » La provocation est audacieuse, presque suicidaire, et la salle retient son souffle, suspendue à la décision du juge. Dans un geste théâtral, le Grand claque son marteau sur le bois massif, ordonnant un silence glacial. « Très bien, Azuriel Caël. Si tu oses te prétendre avocat, prouve-le sur le champ, » crache-t-il, sa voix tremblante de fureur contenue. Un frisson parcourt l'assemblée. Jamais un jeune homme d'origine aussi modeste n'avait osé tenir tête à un juge aussi puissant. Azuriel, porté par une colère juste, ouvre son dossier et commence à réciter de mémoire les articles du Code civil français.
sa voix résonnant avec une clarté qui coupe le souffle. Il cite l'article 1134 sur la force obligatoire des contrats, liant cela à l'héritage disputé avec une logique implacable. Le grand, d'abord sceptique, commence à pâlir, réalisant que ce gamin maîtrise la loi mieux que la plupart de ses pairs. Soudain, un éclair illumine la salle, projetant des ombres menaçantes sur les murs comme un présage de la bataille à venir. Draven, paniqué, tente d'interrompre, mais Azuriel le coupe net. « Laissez-moi parler, ou je révélerai ce que je sais de vos magouilles. » La menace implicite fait taire l'avocat, et la foule, désormais fascinée, murmure d'excitation. La rage d'Azuriel atteint son apogée lorsqu'il brandit une lettre cachetée adressée par un professeur de Sorbonne, certifiant son génie précoce et son admission exceptionnelle dans un programme réservé à l'élite. « Voilà qui je suis, monsieur le juge. Un fils de Réunion, élevé par une mère seule, dans la misère, qui a lutté contre vos préjugés pour être ici, » s'écrie-t-il, sa voix brisée par l'émotion mais inébranlable. Le grand, déstabilisé, hésite, son autorité ébranlée pour la première fois. La salle, témoin de cette confrontation épique, commence à applaudir, un grondement de soutien montant des bancs où des immigrants et des jeunes issus de minorités se lèvent, leurs yeux brillants d'espoir. Cette victoire morale, bien que préliminaire, marque le début d'un duel judiciaire où la justice et l'honneur d'Azuriel seront mis à rude épreuve, promettant des rebondissements encore plus intenses. Sous l'éclat d'un nouvel éclair qui déchire le ciel parisien, l'atmosphère dans la salle du palais de justice devient irrespirable ce mercredi matin. Azuriel Kael, le jeune réunionnais de 18 ans, se tient fièrement au centre de l'estrade, son dossier serré contre sa poitrine comme un bouclier contre les regards venimeux qui le cernent. La rage bouillonne encore en lui après les insultes racistes de Zéphirion le Grand et Cassian Draven, mais il canalise cette fureur en une détermination d'acier. D'une voix qui tremble d'indignation contenue, il commence à exposer l'affaire Étoile contre Valcourt, une dispute acharnée autour d'un terrain hérité d'une plantation coloniale. Avec une précision chirurgicale, il cite les articles du Code civil français, sa diction parfaite résonnant comme un écho accusateur dans la salle. Mais la tension explose lorsque Draven, l'avocat adverse, se lève avec un rictus méprisant, interrompant Azuriel pour lancer « Ce gamin n'a aucune légitimité à parler de notre droit. » La foule, partagée entre fascination et hostilité, murmure bruyamment, amplifiant la colère d'Azuriel. Les joues en feu, Azuriel pivote vers Draven, ses yeux lançant des éclairs de défi. « Silence !» tonne-t-il, sa voix brisant le brouhaha. Il brandit une carte ancienne jaunie, découverte dans les archives coloniales, prouvant que le terrain appartient légitimement à la famille Étoile, volée par les ancêtres de Valcourt lors d'une expropriation illégale au XIXe siècle. Cette révélation, accompagnée d'une photographie floue d'un esclave réunionnais annoté d'une inscription en créole, fait frémir l'assemblée. Le grand, d'abord figé, frappe son marteau avec violence, ordonnant le calme, mais son regard trahit une panique croissante. Azuriel poursuit, sa voix montant en intensité. « Ce terrain n'est pas qu'une propriété, c'est le sang de mes ancêtres pillés par les vôtres. » L'accusation résonne comme un coup de tonnerre, et des cris d'approbation jaillissent des rangs des spectateurs issus des minorités, tandis que des avocats plus conservateurs ricanent avec dédain. Soudain, Draven tente une diversion audacieuse. Il projette un faux document sur l'écran du tribunal, prétendant que la famille Étoile a falsifié les titres. La salle s'embrase d'un chaos organisé, des huées fusant de partout. Azuriel, au bord de l'explosion, arrache le micro des mains d'un greffier stupéfait et hurle « Vous osez salir l'histoire avec vos mensonges, je vais vous démasquer !» Sa rage atteint son apogée lorsqu'il révèle une signature suspecte sur le faux, identique à celle d'un notaire corrompu impliqué dans un scandale récent. Le grand, rouge de colère et d'embarras, exige des explications, mais Draven bafouille, son assurance s'effritant. Un silence oppressant s'installe, seulement brisé par le crépitement d'une pluie battante contre les vitres, comme si la nature elle-même condamnait cette injustice. Azuriel, porté par une fureur sacrée, continue d'exposer ses arguments avec une clarté implacable, utilisant un langage juridique accessible mais percutant, s'assurant que même les profanes comprennent la gravité de l'usurpation. Il appelle deux témoins inattendus, un historien réunionnais et une descendante d'esclaves, dont les témoignages corroborent ses preuves avec une émotion brute qui fait monter les larmes dans les yeux de certains spectateurs.
Le grand, de plus en plus mal à l'aise, commence à poser des questions pièges, espérant piéger Azuriel, mais ce dernier répond avec une assurance désarmante. Si Valcourt a retardé ce procès, c'est pour étouffer la vérité sur leur passé criminel. La salle, désormais acquise à sa cause, applaudit à tout rompre, transformant l'hostilité initiale en un soutien vibrant. Pourtant, le danger n'est pas écarté. Draven, dans un dernier sursaut de désespoir, tente de discréditer les témoins en les accusant de partialité. Mais Azuriel contre-attaque avec une lettre officielle de l'Académie française validant l'authenticité des documents. La fureur de Draven se mue en silence amer, tandis que Legrand, contraint d'admettre la solidité des preuves, fronce les sourcils, son autorité vacillante. Azuriel, le souffle court mais le regard triomphant, sait que ce n'est que le début d'un combat plus vaste contre les injustices coloniales. La salle, témoin de cette lutte épique, vibre d'une énergie nouvelle, prête à suivre ce jeune héros dans les épreuves à venir, où chaque mot prononcé pourrait changer l'histoire. Dans l'ombre menaçante des vitres ruisselantes du palais de justice, une tempête intérieure fait rage alors que l'Assemblée retient son souffle. Azuriel Kael, le jeune réunionnais de 18 ans, sent sa colère atteindre des sommets après avoir dévoilé les preuves accablantes contre Cassian Draven dans l'affaire Étoile contre Valcourt. Mais la bataille ne fait que s'intensifier. Draven, le visage déformé par une rage froide, se lève brusquement, son costume impeccablement taillé contrastant avec la fureur qui le consume. « Tu oses me défier, petit insolent » gronde-t-il, sa voix tranchante comme une lame. Il tente de déstabiliser Azuriel en posant une question perfide. « Explique-moi, si tu es si brillant, comment un gamin comme toi a obtenu cette licence sans tricherie? N'est-ce pas une irrégularité scandaleuse ?» Les mots, chargés de mépris racial, font bouillir le sang d'Azuriel, dont les poings se crispent sur le pupitre, prêts à exploser. La salle s'enflamme d'un chaos organisé. Des murmures indignés montant des rangs où des spectateurs réunionnais et des défenseurs des droits se lèvent, leurs regards brûlants de solidarité. Azuriel, le souffle court, inspire profondément pour contenir sa fureur. D'une voix tremblante mais résolue, il répond « Avec plaisir, monsieur Draven. J'ai obtenu ma licence à 16 ans à Sorbonne, après un programme accéléré validé par un jury impartial. Mes efforts, forgés dans la sueur et les nuits sans sommeil, ne sont pas un scandale, mais une réponse à vos préjugés. » Sa réplique claque comme un fouet, et il brandit une médaille d'honneur décernée par l'Académie française, un symbole inattendu de son génie, arrachant un hoquet de surprise à l'Assemblée. Zéphirion le Grand, le juge au visage crispé, frappe son marteau avec une violence inhabituelle, ordonnant le silence, mais son autorité vacille sous la pression montante. Soudain, Draven, dans un geste désespéré, fait tomber une pile de dossiers au sol, espérant semer la confusion. Mais Azuriel, rapide comme l'éclair, ramasse un document égaré et découvre une note manuscrite compromettante, une preuve que Draven a soudoyé un fonctionnaire pour falsifier des archives. La rage d'Azuriel explose en un cri. « Vous voulez jouer à ce jeu, Draven? Voici votre honte exposée. » Il projette la note sur l'écran du tribunal et la salle entre en ébullition, des cris de colère et d'admiration fusant de toutes parts. Legrand, rouge de fureur et d'embarras, tente de reprendre le contrôle. Assez, restez dans les limites de ce procès. Mais son ton manque de conviction, trahissant son malaise face à la tournure des événements. Azuriel, porté par une indignation sacrée, ne cède pas un pouce. Il se tourne vers Draven, le défiant du regard. Votre expérience ne vaut rien face à la vérité. Si vous avez des arguments légaux, présentez-les ou taisez-vous. La réplique, d'une audace insolente, fait taire Draven dont le visage blêmit sous l'effet de la honte. La foule, désormais acquise à la cause d'Azuriel, applaudit avec ferveur, transformant l'hostilité initiale en un soutien vibrant. Mais le danger persiste. Draven, dans un dernier sursaut, tente de contester la validité de la note, arguant d'une conspiration. Azuriel, rapide comme un félin, produit un enregistrement audio clandestin capturé lors d'une réunion secrète où la voix de Draven ordonne la falsification. La salle s'immobilise, suspendue à ce revirement spectaculaire, tandis que des gouttes de pluie martèlent les vitres comme un battement de cœur anxieux. Legrand, contraint d'agir, ordonne une pause pour examiner les preuves, mais son regard fuyant trahit sa lutte intérieure. Azuriel, le corps tendu par la colère et la fierté, sait que ce moment pourrait changer sa vie. Il repense au sacrifice de sa mère, Lysandra,
qui a travaillé comme femme de ménage pour lui offrir une éducation, et cette pensée attise sa détermination. La salle, témoin de cette confrontation épique, vibre d'une énergie nouvelle, prête à soutenir ce jeune héros dans son combat contre l'injustice. Chaque pas d'Azuriel est maintenant un défi lancé à l'establishment, et la promesse d'un dénouement explosif plane dans l'air lourd de tension. Au cœur de la salle du palais de justice, un silence pesant s'installe après l'enregistrement accablant révélé par Azuriel Kael, brisé seulement par le martèlement incessant de la pluie contre les vitres. La rage qui bouillonne en lui atteint un paroxysme alors que Zéphirion le Grand, le juge au visage tendu, ordonne une suspension d'audience pour examiner les preuves. Azuriel, le jeune réunionnais de 18 ans, reste debout, son souffle court trahissant une fureur contenue, tandis que Cassian Draven, l'avocat adverse, s'effondre sur son siège, son masque d'arrogance fissuré. Mais ce répit est de courte durée. À la reprise, le Grand, les yeux injectés de colère, annonce d'une voix rauque « Azuriel Kael, tes arguments sont solides, mais j'ai des doutes sur ton interprétation. Pourquoi ce différend n'a-t-il pas été réglé avant d'arriver ici ?» La question, teintée de suspicion, ravive la flamme de l'indignation dans le cœur d'Azuriel. D'un pas ferme, Azuriel s'avance, son regard perçant défiant le Grand. « Parce que Valcourt a utilisé sa fortune pour étouffer la vérité », s'exclame-t-il, sa voix résonnant comme un cri de révolte. Il brandit un journal jauni datant de l'époque coloniale, découvert dans une vieille malle familiale, révélant une conspiration où les ancêtres de Valcourt ont corrompu des fonctionnaires pour retarder les revendications des étoiles. La salle s'embrase, des murmures scandalisés montant des rangs, tandis qu'un cri de rage échappe à une vieille femme réunionnaise dans l'assistance, brandissant un foulard traditionnel comme symbole de résistance. Draven, dans un sursaut de désespoir, tente de contre-attaquer. Ce sont des allégations absurdes. Mais Azuriel, porté par une fureur sacrée, riposte. Absurde? Alors expliquez pourquoi vos dossiers contiennent des tampons falsifiés. Il projette une image agrandie d'un sceau officiel trafiqué, faisant taire Draven dans un silence humiliant. La tension atteint son comble lorsque le Grand, rouge de frustration, pose une question piège. Et si ces retards étaient dus à l'incompétence de ton client? Azuriel, les poings tremblants, s'écrie « Non, c'est une tactique pour écraser les faibles comme ma famille à la Réunion, dépouillée de tout par des mains comme les vôtres ?» Sa voix se brise sous l'émotion, mais il se ressaisit, sortant une lettre cachetée d'un notaire historique confirmant les pressions exercées sur les étoiles. La salle, témoin de cette lutte épique, éclate en applaudissements, un grondement de soutien venant des minorités opprimées. Mais le danger persiste. Draven, dans un geste théâtral, fait irruption avec un témoin surprise, un ancien employé des Valcourt, prétendant que les étoiles ont abandonné leurs droits. Azuriel, au bord de l'explosion, bondit vers le témoin, son regard brûlant de défi. « Mensonge !» hurle-t-il, avant de produire un contrat secret signé par ce même employé, prouvant qu'il a été payé pour mentir. La révélation provoque un tollé, des cris de « justice » fusant de la foule, tandis que le Grand, déstabilisé, frappe son marteau avec une force inhabituelle, ordonnant le calme. Azuriel, la sueur perlant sur son front, poursuit avec une intensité féroce. « Ces retards ne sont pas une faiblesse, mais une lutte contre l'injustice que vous refusez de voir. » Sa colère, alimentée par les souvenirs de sa mère Lysandra, luttant seule contre la pauvreté, transforme chaque mot en une arme contre l'oppression. Draven, acculé, tente une dernière diversion en accusant Azuriel de fabriquer des preuves, mais le jeune homme contre-attaque avec un enregistrement vidéo flou, capturé par un drone amateur, montrant Draven détruisant des documents dans un bureau sombre. La salle s'immobilise, suspendue à ce coup de théâtre, tandis que la pluie redouble d'intensité, comme un écho à la tempête intérieure d'Azuriel. Le Grand, le visage blême, hésite, son autorité vacillante sous le poids des preuves. Azuriel, porté par une indignation inébranlable, sait que ce combat dépasse un simple procès. C'est une croisade contre les vestiges de l'exploitation coloniale. La foule, galvanisée, vibre d'une énergie nouvelle, prête à suivre ce héros improbable dans les rebondissements à venir, où chaque révélation pourrait renverser l'ordre établi. Dans la pénombre humide du palais de justice, un murmure d'anticipation parcourt l'assemblée alors que la pluie continue de marteler les vitres comme un tambourin de guerre. Azuriel Kael, le jeune réunionnais de 18 ans, se tient immobile,
sa rage intérieure encore vive après avoir démasqué les manigances de Cassian Draven dans l'affaire Étoile contre Valcourt. Zéphirion le Grand, le juge au visage crispé, reprend la parole, sa voix tremblante d'une colère contenue mais forcée de céder sous le poids des preuves. « Après avoir examiné les éléments, je suis prêt à rendre mon verdict », déclare-t-il, avant de marquer une pause dramatique qui fait frémir la salle. Azuriel, les poings serrés, sent une fureur nouvelle monter en lui, prête à exploser si la justice lui échappe encore une fois. Soudain, un craquement sourd retentit. Une poutre du plafond, fragilisée par l'orage, menace de s'effondrer, projetant une pluie de poussière sur l'assemblée. La panique s'installe, mais Azuriel, porté par une indignation sacrée, ne recule pas. Le Grand, d'un geste autoritaire, ordonne le calme et reprend. Ce tribunal déclare la victoire pour la famille Étoile. La propriété disputée leur était restituée immédiatement, et Cassian Draven est sanctionné pour ses agissements déloyaux. La salle éclate en un tumulte d'applaudissements et de cris de joie, mais la rage d'Azuriel atteint son apogée lorsqu'il se tourne vers Draven, qui baisse les yeux, vaincu. « Vous avez sali l'honneur de mes ancêtres !» hurle-t-il, sa voix brisée par l'émotion, tandis qu'il brandit un collier ancien retrouvé dans les archives, un artefact réunionnais symbolisant la résistance des esclaves, arrachant des larmes à certains spectateurs. Draven, dans un dernier sursaut d'orgueil, tente de protester, mais Azuriel le coupe net en projetant un hologramme inédit, récupéré d'une vieille caméra de surveillance, montrant Draven détruisant des preuves dans un bureau obscur. La foule médusée pousse un cri collectif de révolte, et des huées s'élèvent contre l'avocat déchu. Le Grand, le visage blême, s'adresse directement à Azuriel. « Je dois avouer, jeune homme, que j'avais des doutes sur toi au début. Mais aujourd'hui, tu m'as prouvé que le talent et la détermination transcendent l'âge et l'origine. » Ces mots, bien que prononcés avec réticence, libèrent une vague d'applaudissements spontanés, certains avocats se levant pour saluer Azuriel, tandis que d'autres, encore attachés à leurs préjugés, ricanent dans l'ombre. Mais la victoire n'efface pas la colère d'Azuriel. Il se tourne vers sa cliente, Madame Étoile, une femme frêle aux yeux humides, et l'enlace avec une tendresse furieuse. « Ce n'est pas seulement une terre, c'est notre dignité rendue !» s'écrie-t-il, sa voix résonnant comme un serment. La salle, galvanisée, vibre d'une énergie nouvelle, mais un bruit métallique soudain attire tous les regards. Un colis anonyme glisse sur le bureau de Legrand, accompagné d'une note menaçante suggérant que des puissances influentes pourraient se venger. Azuriel, le cœur battant de rage, s'avance pour l'ouvrir, révélant une clé USB contenant des documents explosifs sur un réseau de corruption impliquant d'autres juges. La foule retient son souffle, suspendu à ce rebondissement inattendu. Le Grand, visiblement troublé, hésite à saisir la clé, mais Azuriel, porté par une fureur inébranlable, la lui tend avec défi. « Ouvrez-la, ou je le ferai moi-même devant tout le monde. » Sa colère, alimentée par les souvenirs de sa mère Lysandra luttant contre la misère pour lui offrir une chance, transforme ce moment en une déclaration de guerre contre l'injustice systémique. Des cris de « justice pour tous » fusent des rangs, tandis que Legrand, contraint, insère la clé dans son ordinateur, les premières lignes d'un scandale retentissant s'affichant à l'écran. Azuriel, le regard brûlant, sait que cette victoire n'est qu'un début, un pas vers une croisade plus vaste pour démanteler les privilèges corrompus. La salle, témoin de cette scène épique, vibre d'une solidarité fébrile, des mains se tendant vers Azuriel en signe de respect. Même Draven, brisé, marmonne une excuse à peine audible avant de quitter la salle, la tête basse. Le Grand, bien que réticent, offre à Azuriel une poignée de main crispée, un geste symbolique qui scelle une reconnaissance publique. Mais la menace du colis plane comme une ombre, promettant des affrontements futurs. Azuriel, porté par sa rage et son espoir, jure intérieurement de continuer ce combat, transformant sa victoire personnelle en une lutte collective pour la justice, où chaque révélation pourrait ébranler les fondations de la société française. Au-delà des murs trempés du palais de justice, une rumeur grondante s'élève dans les rues de Paris, portée par le vent d'une pluie incessante, alors que la victoire d'Azuriel Caël dans l'affaire Étoile contre Valcourt commence à se propager comme une traînée de poudre. La salle, encore vibrante d'applaudissements et de cris de soutien, se vide lentement, laissant Azuriel, le jeune réunionnais de 18 ans, au centre d'une attention qu'il n'avait jamais recherchée. Sa rage, loin de s'apaiser après le verdict, s'intensifie face à l'ampleur des enjeux révélés par la clé USB menaçante. Zéphirion le Grand,
Le juge au visage marqué par l'incertitude observe Azuriel avec un mélange de respect réticent et d'inquiétude, tandis que Cassian Draven, humilié, disparaît dans l'ombre, son départ ponctué par des murmures de mépris. Mais ce n'est que le début d'une tempête médiatique qui va secouer la France entière. À peine sorti du tribunal, Azuriel est assailli par une horde de journalistes, leurs micros tendus comme des armes, leurs questions fusant comme des coups. Comment un jeune réunionnais a-t-il triomphé d'un système aussi rigide? Sa colère éclate lorsqu'un reporter, avec un sourire narquois, lui demande s'il n'est qu'un pion exotique utilisé par d'autres. « Je ne suis pas un pion !» rugit-il, sa voix résonnant dans la cour pavée, tandis qu'il serre le collier ancien de ses ancêtres, un symbole de résistance qu'il refuse de laisser salir. La foule, composée de Parisiens curieux et de membres de la diaspora réunionnaise, s'agglutine, certains brandissant des pancartes « Justice pour les oubliés », alimentant sa fureur contre les injustices ancrées dans l'histoire coloniale. Soudain, un drone survole la scène, diffusant en direct sur les réseaux sociaux un extrait de l'enregistrement compromettant de Draven, amplifiant la colère publique et transformant Azuriel en une figure de révolte nationale. Les journaux parisiens, tels que Le Monde et Libération, s'emparent de l'histoire, titrant « Le prodige réunionnais défie l'establishment », tandis que des débats télévisés s'enflamment sur les ondes de France 2. Azuriel, submergé par cette attention, sent sa rage croître face aux commentaires racistes qui pullulent en ligne, certains le traitant de « chanceux sans mérite ». Il décide de riposter en accordant une interview à une chaîne locale, où il déclare avec une passion incendiaire « Ce n'est pas ma victoire, c'est celle de tous ceux que l'on a ignorés ». Sa voix, brisée par l'émotion, galvanise des jeunes issus de banlieues défavorisées qui affluent vers lui, leurs yeux brillants d'espoir et de colère partagée. Parmi eux, une adolescente réunionnaise, portant un bracelet tressé hérité de sa grand-mère, lui tend une lettre. « Merci de nous donner une voix ». Mais la tension monte d'un cran lorsque des menaces anonymes commencent à pleuvoir sur son téléphone, accompagnées d'une photo floue d'un homme masqué près de chez lui. Azuriel, le cœur battant de fureur, organise une conférence de presse sous une pluie battante, défiant ouvertement ses ennemis. « Si vous voulez m'arrêter, venez me chercher, mais je ne reculerai pas ». La foule, en délire, scande son nom, transformant la place en un champ de bataille symbolique. Des intellectuels français, comme un professeur de Sciences Po, se joignent à lui, dénonçant les vestiges de l'oppression coloniale, tandis qu'un hacker anonyme diffuse sur Twitter des documents prouvant des liens entre Draven et un réseau de juges corrompus, attisant la rage collective. Azuriel, porté par cette vague de soutien, sent sa colère se muer en une force destructrice contre l'injustice. Il reçoit des centaines de messages, dont un de la jeune fille de banlieue qui rêve de devenir avocate malgré sa pauvreté. « Votre histoire me pousse à lutter », écrit-elle, et cette lettre le pousse à agir. Sa fureur, nourrie par les sacrifices de sa mère Lysandra, le pousse à transformer sa victoire en un mouvement. Il organise une marche pacifique vers l'Assemblée nationale, brandissant le collier de ses ancêtres comme un étendard, suivi par une foule multiculturelle scandant « Égalité maintenant ». Mais un incident éclate lorsqu'un groupe de manifestants hostiles, payés par des intérêts obscurs, tente de semer la violence, jetant des pierres vers les forces de l'ordre. Azuriel, au milieu du chaos, hurle pour ramener la paix. « Nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes des combattants pour la justice ». Sa voix, amplifiée par un mégaphone, domine le tumulte et la foule se rallie à lui, repoussant les provocateurs. Les caméras capturent ce moment héroïque, diffusant son image à travers la France, tandis que des avocats renommés, émus par son courage, lui proposent des collaborations. Sa rage, loin de s'éteindre, devient une flamme qui inspire, et il jure intérieurement de continuer ce combat, transformant chaque menace en une opportunité de renforcer sa cause. La société française, secouée par cette révolte, commence à se questionner sur ses propres racines, prête à suivre Azuriel dans une lutte qui dépasse les tribunaux. Dans les ruelles pavées de la banlieue parisienne, un silence lourd succède à la tempête de la marche pacifique, laissant Azuriel Caël, le jeune réunionnais de 18 ans, face à un avenir incertain mais chargé de détermination. La victoire dans l'affaire Étoile contre Valcourt et les révélations explosives ont amplifié sa rage contre les injustices ancrées dans la société française. Une fureur qui pulse encore dans ses veines alors qu'il observe la foule dispersée, leurs cris d'espoir résonnant dans son esprit. Zéphirion le Grand, bien que distant,
lui a envoyé une lettre personnelle promettant un soutien discret, tandis que Cassian Draven, discrédité, s'est éclipsé, laissant derrière lui une traînée de honte. Mais Azuriel, loin de se reposer, sent sa colère s'embraser face aux menaces persistantes et aux défis qui l'attendent, le poussant à transformer sa lutte en un legs durable. De retour dans son modeste appartement, Azuriel découvre une enveloppe noircie par la pluie glissée sous sa porte, contenant une photo menaçante de sa mère Lysandra prise récemment, accompagnée d'un message anonyme: Arrête ou elle paiera. Sa rage explose en un cri primal, faisant trembler les murs de sa chambre. Il serre le collier ancien de ses ancêtres, un artefact sacré retrouvé dans les archives, et jure de protéger sa famille, tout en poursuivant sa mission. Inspiré par les lettres de soutien, notamment celle d'une adolescente réunionnaise rêvant de justice, il décide de créer l'Alliance de la Flamme, un programme audacieux pour former des jeunes des banlieues à la loi, défiant l'élite judiciaire. Lors de la première réunion, tenue dans une salle communautaire décorée de fresques évoquant la résistance coloniale, il s'adresse à une foule hétéroclite. « Nous ne serons plus des ombres !» Sa voix, rauque de colère, galvanise les participants. Mais la tension monte lorsque des bruits de pas lourds résonnent dehors, suivis d'une explosion de vitres brisées. Des hommes masqués, payés par des intérêts corrompus, tentent d'intimider le groupe. Azuriel, le cœur battant de fureur, bondit pour protéger une jeune fille terrifiée, hurlant « Vous ne nous ferez pas taire !» Il attrape une chaise comme arme improvisée, tandis que les assaillants reculent face à la résistance collective des participants, armés de courage et de pancartes. Un drone, surgi de nulle part, filme l'incident, diffusant en direct sur les réseaux sociaux une image d'Azuriel défiant les agresseurs, transformant l'attaque en un symbole de révolte nationale. Sa colère, alimentée par les souvenirs de sa mère luttant seule contre la misère, se mue en une force indomptable. Avec l'aide d'avocats influents comme une professeure de l'école de droit de Paris, Azuriel organise des ateliers gratuits, utilisant une vieille bibliothèque désaffectée qu'il restaure avec des bénévoles. Lors d'une session, il découvre un manuscrit caché dans un mur, écrit par un esclave réunionnais ayant fui vers la France, détaillant des abus jamais reconnus officiellement. Cette trouvaille, brandie comme une relique sacrée, fait monter des larmes de rage dans ses yeux. « Leurs voix seront entendues !» s'écrie-t-il, tandis que la salle, émue, scande son nom. Mais les menaces s'intensifient. Une voiture suspecte rôde près du lieu et Azuriel reçoit un appel anonyme exigeant qu'il abandonne son projet sous peine de représailles. Refusant de céder, il transforme la bibliothèque en Centre Lysandra, un espace de mémoire et d'apprentissage inauguré sous une pluie battante avec une cérémonie où des tambours réunionnais rythment l'événement. Lors de son discours, sa voix tremble de fureur contenue. « Ma mère a tout sacrifié pour moi, et je sacrifierai tout pour vous. » La foule, composée de jeunes des banlieues et de militants, répond par un rugissement d'approbation, mais un cri soudain interrompt la fête. Un homme masqué tente de s'approcher avec une arme. Azuriel, rapide comme l'éclair, désarme l'intrus avec l'aide d'un ancien boxeur du quartier, révélant un tatouage lié à un cartel judiciaire corrompu. La foule, horrifiée mais unie, exige une enquête, tandis que les caméras capturent l'incident. Azuriel, le souffle court, sait que sa lutte dépasse les tribunaux. C'est une guerre contre l'oubli et la corruption. Il forme une équipe de mentors, dont un historien spécialisé dans la traite négrière, pour enseigner aux jeunes non seulement le droit, mais aussi leur histoire. Lors d'une session, un adolescent découvre une cassette audio d'un ancêtre d'Azuriel narrant sa fuite, ajoutant une couche émotive à leur cause. Sa rage, désormais canalisée, devient un cri de ralliement. Nous construirons notre avenir sur leurs cendres. La salle, vibrante d'énergie, jure de le suivre, transformant chaque atelier en un acte de résistance. Les menaces persistent, mais Azuriel, porté par la mémoire de Lysandra et la force collective, transforme sa colère en un mouvement inarrêtable, prêt à défier les puissances occultes qui tentent de l'écraser. Dans l'épopée d'Azuriel Kael, le jeune réunionnais de 18 ans qui a défié les préjugés raciaux au palais de justice de Paris, se dessine une leçon universelle sur le respect de la diversité et de la couleur de peau. Cette histoire, ancrée dans les méandres de l'histoire coloniale française, met en lumière une vérité brûlante. La valeur d'un individu ne réside pas dans la teinte de sa peau, mais dans la force de son esprit et la justice de ses actions. Azuriel, avec sa détermination forgée dans les luttes de sa mère Lysandra et les cicatrices de son héritage réunionnais, incarne un symbole puissant contre les discriminations,
Chaque étape de son combat, de la confrontation avec Zéphirion le Grand à la création de l'Alliance de la Flamme, illustre une résistance farouche contre ceux qui jugent autrui par leur apparence. Sa voix, portée par la colère et l'espoir, résonne comme un appel à l'humanité. Regardez au-delà de la peau, voyez l'âme qui lutte. L'éducation au respect des différences devient le cœur battant de son œuvre. À travers le centre Lisandra, Azuriel organise des ateliers où des jeunes de toutes origines, qu'ils soient issus des banlieues parisiennes ou des îles d'outre-mer, apprennent non seulement le droit, mais aussi l'histoire de leurs ancêtres opprimés. Il invite des artistes réunionnais à peindre des fresques murales célébrant la diversité, des tambours créoles à rythmer des débats sur l'égalité et des historiens à exhumer les récits oubliés des esclaves. Chaque session est un cri contre le racisme, un rappel que la couleur de peau est une richesse, non une barrière. Les participants, touchés par son parcours, jurent de transmettre ce message, transformant leur rage en une force constructive. Azuriel, avec une fureur contenue, déclare souvent « On ne naît pas différent, on est rendu différent par ceux qui refusent de voir ». Cependant, les défis persistent. Les menaces anonymes s'intensifient et des groupes extrémistes tentent d'infiltrer ces réunions, lançant des slogans haineux. Azuriel, porté par une indignation sacrée, riposte en organisant une exposition publique au cœur de Paris, où des photos d'esclaves réunionnais côtoient des portraits de jeunes issus de minorités, sous le titre provocateur « Nos peaux, notre force ». La foule, émue et en colère, se rassemble, scande des hymnes d'unité et force les autorités à intervenir pour protéger l'événement. Cette mobilisation éduque des milliers de Français, brisant les stéréotypes ancrés dans la société. 5 ans plus tard, en une journée pluvieuse, Azuriel, désormais âgé de 23 ans, se tient sur les marches du centre Lisandra, transformé en un bastion de la justice sociale. Son visage, marqué par des rides précoces dues aux combats incessants, reflète une détermination inébranlable. Il a achevé ses études de droit à l'École de droit de Paris, devenant un avocat respecté, mais son cœur reste dans les banlieues. L'Alliance de la Flamme s'est étendue au dom-tom, formant des centaines de jeunes à défendre leurs droits. Pourtant, une ombre plane, une nouvelle affaire l'attend, impliquant un scandale politique lié à des terres coloniales volées. Une enveloppe scellée, glissée sous sa porte, contient une carte jaunie et une note mystérieuse. La vérité te trouvera. Azuriel, les yeux brûlants de rage et d'espoir, la fixe longuement. Que révélera cette quête? La justice triomphera-t-elle ou un nouvel ennemi se dressera-t-il? La réponse reste suspendue, laissant le monde en haleine, prêt à suivre son prochain chapitre.